NGT Live présente en direct du Game Camp. Eh bien, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Pour vous, quelle est l'évolution un peu du monde de la presse par exemple ces 5 dernières années, on va dire quelles sont un peu les tendances générales de la presse ces derniers temps? Ces 5 dernières années, il y a eu quand même, au niveau du jeu vidéo vraiment spécialisé, il y a eu cette histoire de Doritos Gate, etc. C'était déjà il y a un petit moment déjà, ce qui a vraiment remis en question toute la place de la presse au sein du média jeu vidéo, avec toutes ces histoires justement d'histoires de consensus, de relations entre relations de presse et journalistes. Enfin, je trouve ça assez bizarre que ça ait explosé à ce point-là. Alors après, je me souviens plus exactement de tous les contextes, de tous les détails du contexte, mais c'est... Enfin, ouais, vas-y. Non, moi ça m'amuse parce que justement je trouve que c'est étonnant que ça ait si peu explosé en France. Ouais. Donc juste pour resituer le Doritos Gate, je sais pas si quelqu'un ne sait pas ce que c'est. Tu peux resituer. Mais c'est parti juste d'une bête photo d'un journaliste anglo-saxon posant, entouré, un animateur en l'occurrence, posant entouré de placements publicitaires. Et la photo a un petit peu allumé une controverse sur mais les journalistes sont-ils indépendants? Ouais. Et c'est une controverse qui a surtout concerné le monde anglo-saxon et très peu le monde français, où il y aurait encore sûrement plein de choses à dire. Pour toi, ça aurait dû plus évoluer, enfin plus faire effet. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Il s'est arrêté miraculeusement aux frontières françaises. Je sais pas. Après, il y a eu d'autres évolutions de la presse. Jeux vidéo, très clairement, ces 5 dernières années, l'explosion des youtubeurs a complètement redistribué les cartes. Bien sûr. Alors, de manière complexe et en plusieurs étapes, puisque il y a eu un déplacement de l'audience. Oui. Alors, surtout de l'audience jeune, parce qu'une audience classique, elle reste attachée à l'écrit. Elle existe toujours, c'est juste qu'il y a eu un boom. Et qu'en plus, c'est des manières de compter qui sont très différentes. Mais bon, bref, il y a eu ce boom des youtubeurs. Une partie de l'audience et surtout du travail de relations presse qui s'est en partie déporté vers les youtubeurs. Et les revenus publicitaires, eux, se sont complètement... ils sont partis. J'exagère un petit peu. Mais... ça a eu pour conséquence directe d'énormément affaiblir les finances des médias spécialisés. Le passage de certains au premium, par exemple, s'explique directement par la concurrence de YouTube. Par le fait qu'à un moment donné, quand on est éditeur, qu'on veut faire de la communication sur son produit, il y a plusieurs manières de le faire, mais c'est vrai que juste au moment de placer une pub, maintenant on la place plus facilement dans la vidéo que sur des médias. Alors il y a toujours de la publicité classique qui existe, bien sûr. Mais je pense que aussi encore, excuse-moi, il y avait juste encore cette question, je pense aussi de la transition avec Internet. Bon, ça fait quand même quelques années maintenant, donc on commence vraiment à s'y faire et à s'adapter. Mais j'ai l'impression que la transition a été un peu lente aussi, un peu difficile, notamment pour la presse spécialisée, je pense peut-être, de vraiment trouver un modèle économique qui est intéressant sans effectivement s'adonner aux espaces pubs. Je pense que ça a été un peu difficile pour tout le monde. Est-ce qu'on peut faire rentrer Corentin? Ouais. Tu veux venir? Corentin? On va peut-être avoir un nouvel Mon binôme. Attention, tu t'assois sur le micro. Je voulais surtout demander à la personne qui réalise si c'était possible d'avoir un retour sur le son, parce que j'entendais pas, mais si je viens près de vous, j'entends, donc je suis content. On va peut-être rentrer de point. Je vais vous écouter. Voilà, je vais mettre un peu à l'aise. Tu peux parler aussi. Cette question de la mutation, quand on regarde ça d'un point de vue de métier d'attaché de presse, en fait, à mes tout débuts, il y avait une espèce de division presse spécialisée versus presse généraliste dans la manière dont on nous demandait de traiter l'information. Alors, cette division-là existe toujours puisqu'on cible toujours les informations qu'on donne en fonction du type de média. Mais aujourd'hui, la
le véritable enjeu, effectivement, ça a été la presse versus les youtubeurs et les influenceurs. Et le métier d'attaché de presse qui ne s'occupe que des médias devient de plus en plus un métier d'attaché de presse / influenceur, parfois même / community manager. C'est-à-dire qu'il y a une vraie convergence du côté de l'éditeur entre les relations presse, les relations influenceurs, les relations avec les fans, sachant que l'enjeu qu'il va y avoir en termes d'expertise, c'est que c'est quand même des expertises très différentes et qu'il ne faut pas l'oublier. C'est quand même plusieurs casquettes différentes et on ne peut pas traiter de la presse de la même manière qu'on traite un youtubeur, et à mon sens on ne peut pas remplacer des relations presse par des relations influenceurs, parce qu'on n'atteint pas les mêmes personnes et pas de la même façon, on n'a pas les mêmes objectifs, en fait ça ne remplit pas les mêmes objectifs. Si je peux me permettre, juste essayer de demander à Quentin de se présenter comme ça. Juste pour préciser une chose. Non, je suis bien là. Le grand malentendu, c'est que les influenceurs, c'est pas les youtubeurs. Les influenceurs, c'est les annonceurs qui font du placement produit. Ceux qui sont dans une démarche d'influence, ce sont les annonceurs, ce sont les éditeurs, ce sont les studios. Il y a un grand malentendu sur qui est l'influenceur dans l'écosystème. C'est une question de vocabulaire en fait. C'est avec nous, du point de vue éditeur, ce qu'on appelle un influenceur, c'est celui qui va avoir une influence sur le public, de la notoriété. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que les agents qui ont une véritable influence sont forcément les chefs de la communauté en soi. Bien sûr, tactiquement en fait c'est des animateurs. Enfin, c'est un petit combat personnel. Et, qui êtes-vous? Bonjour. Que faites-vous ici? En tout cas, votre physique ne m'est pas inconnu. Je m'appelle Corentin Lamy, j'ai l'honneur et le plaisir de travailler avec William Oduro au sein du service Pixel du Monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Et qu'est-ce que tu penses du changement de la presse ces 5 dernières années, par exemple? Alors 5 dernières années, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à 2012. Je suis un maître des mathématiques. Je sais que vous avez abordé le sujet effectivement de YouTube et ce genre de médias. Il y a aussi l'évolution, mais c'est même pas 5, c'est plutôt 10, mais c'est aussi moi qui viens plutôt de la presse papier, mais comme William aussi, dans une moindre mesure, c'est aussi la quasi-disparition à une époque de la presse papier, des journalistes papier qui sont raréfiés, qui sont un peu revenus, mais qui, pour des raisons aussi que tu as évoquées, aussi la publicité, peuvent reprendre un peu d'importance. Peut-être que la publicité se casse un peu moins la gueule dans le papier, mais finalement c'est pareil, c'est des budgets qui n'ont probablement plus rien à voir avec ce qu'il y avait dans les années 90. Donc c'est aussi des choses qui ont beaucoup évolué à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la presse? Il y a la presse généraliste qui parle un peu de jeux vidéo, ça arrive doucement, timidement. C'est encore extrêmement timide. Trop. C'est-à-dire que si le bâtiment s'effondre aujourd'hui, il reste plus grand-chose. Genre là, dans les locaux du Monde, vous êtes dans le placard, dans les toilettes. Ah non, on est au centre d'Open Space. Non, on est au sein d'un service qui parle plus généralement des cultures numériques, mais qui est quand même un service à part entière, au même titre qu'on disait que service des sports ou c'est un véritable service au sein du Monde. Juste pour nuancer, l'IB a été très clairement les pionniers sur le traitement du jeu vidéo. Erwan Cario par exemple. Erwan Cario, Olivier Séguré, dès la fin des années 90 quand même, de faire des couvertures avec un angle créateur sur le jeu vidéo, c'était pionnier. Donc en vrai il y a des spécialistes jeux vidéo dans toutes les rédactions aujourd'hui, avec plus ou moins de place et des angles différents. C'est juste que l'angle écho il a toujours existé, par exemple. Chloé est redoutablement bonne au Figaro. Nous on est plus sur un angle un peu culture, un peu communauté. Mais il y a un traitement généraliste qui existe. Enfin, malheureusement, qui survivra à l'effondrement du bâtiment. Enfin, à notre grande dame. Bon, il a l'air de tenir de toute façon, donc je pense que le problème se posera pas. Et du coup, moi, un sujet qui m'intéresse, c'est justement comment évoluer le rôle du critique un peu, voilà, qui était plutôt dans la presse, parce que les youtubeurs ils sont de moins en moins critiques aussi par rapport aux jeux vidéo qu'ils couvrent, pour lesquels ils sont payés de parler. Donc moi je connais bien le sujet, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque qui va aller dans ce sens-là. Qui est moins de financement dans la presse, ça fait moins de critiques plus objectives aussi. Du coup. Alors, je sais pas ce que c'est moi un critique de jeux vidéo en fait. C'est que il y a, moi déjà je suis le pire critique de jeux vidéo du monde et il y a autant de critiques de jeux vidéo que de. C'est faux parce que je suis pas le meilleur donc.
que de journaliste. J'ai envie de dire déjà, rien que le fait que la critique ait longtemps été un travail de journaliste, je trouve que c'est assez curieux parce que c'est pas. Je pense qu'un journaliste ne fait pas forcément bon critique et vice versa. Et puis qu'est-ce que c'est un critique? C'est quelqu'un il va dire le jeu marche bien, le jeu marche mal, le jeu. Qu'est-ce que le jeu? Un critique de cinéma, c'est pas quelqu'un qui va dire uniquement le film est bien filmé. C'est aussi quelqu'un qui va essayer de dire ce que le film dit derrière ces images, et ça c'est un truc est-ce que dans le jeu vidéo on doit calquer la critique de jeu vidéo à la critique de cinéma, oui ou non? J'ai pas de réponse, honnêtement j'ai pas de réponse, je suis venu là pour poser des questions aussi moi, donc finalement est-ce que les youtubeurs tu dis qu'ils font pas un travail critique? Je sais pas, parce que est-ce que les journalistes n'ont jamais fait? C'est une question aussi qui mérite d'être posée quoi. Ok. Oh, le Tu voulais pavé dans dire la quelque mare. chose, je crois. Oui. En fait, ça dépend ce qu'on appelle travail de critique. D'un point de vue de l'éditeur de jeux vidéo, on va assimiler la critique à la note, puisque c'est Tu feras attention, hein, je crois que t'as un micro qui marche. Oui, Oui. je vais pouvoir m'en aller du coup, je voulais juste entendre On a un le retour soudain. Super. Donc voilà. Du point de vue de l'éditeur, en fait, la manière dont on va diviser par exemple une vidéo YouTube, dont le but va vraiment être la visibilité au moment de la sortie, là où par exemple toute l'époque de review, c'est-à-dire d'envoyer le jeu avant la sortie, de manière à ce que les journalistes y jouent et mettent une note au moment où le jeu sort, nous c'est ça qu'on appelle une critique. Alors évidemment, on peut rentrer dans le débat de dans quelle mesure, qu'est-ce qu'on critique dans le jeu, etc. C'est hyper intéressant, mais vraiment pour donner le point de vue du professionnel côté relation presse, c'est à qui est-ce qu'on envoie le jeu, quel type de note et quel type de critique va-t-il apporter de manière à donner aux joueurs les clés pour choisir d'acheter ou pas le jeu. Et le débat qui est intéressant en ce moment depuis quelques années, qui se pose, c'est le débat des notes et de l'utilité des notes. Et il y a des gros médias, par exemple Eurogamer au UK, qui a décidé d'arrêter de noter ces jeux. Parce qu'en fait, il y a une espèce de politique qui s'est créée autour des notations. Parce qu'il y a donc ce site agrégateur qui s'appelle Metacritic, qui récupère les critiques, mais seulement des sites qui sont enregistrés sur Metacritic. Et Metacritic fait une pondération qui est inconnue du grand public. Et en fait, ce Metacritic a été pendant très longtemps capital pour les éditeurs. Parce que quelque part, on mesurait le succès du jeu à son Metacritic. Et d'un point de vue PR, on va mesurer le travail de l'attaché de presse au nombre de critiques qui sortent au moment de la sortie et au type de notes. Comme si nous, on avait la capacité d'influer sur la note, alors que quelque part on peut influer sur l'ensemble de la communication en amont, mais une fois que le jeu est sorti et que le journaliste va mettre sa note, il fait ça par rapport à son propre ressenti, sa propre manière de noter les choses, et c'est un moment où l'attaché de presse n'a finalement plus de rôle à jouer. Le rôle, ça a été de mettre la copy review à disposition dans les meilleures conditions possibles, mais c'est pas l'attaché de presse qui va influencer la critique en elle-même. Ouais. Cyril, tu penses quoi toi du coup de cette notion de note et de critique, critiquer un jeu? Moi j'ai déjà essayé de faire des tests sur Numérama, j'en ai fait quelques-uns, on ne mettait pas de notes. Okay. On avait pris le parti justement de ne pas mettre de notes, on avait un petit smiley qui souriait ou qui était neutre ou qui souriait pas à l'envers. Et donc voilà, on faisait un petit résumé de ce qu'on pensait. Enfin, moi je sais que ça va être assez bizarre ce que je vais dire, mais moi l'exercice de test c'est un exercice dans lequel je suis pas du tout à l'aise en fait. Okay. C'est assez bizarre. Ce panel est parfaitement constitué en tout cas. T'as pas encore dit que t'étais nul en critique, mais on va peut-être y venir plus tard. Non. Non, pas du tout. Pardon. Vas-y. Non, mais... Juste une petite vanonnette. Non, mais effectivement, l'exercice de test en lui-même, je suis pas très douée. Enfin, en tout cas, je le trouve difficile. En termes de rédaction, en fait, surtout, plus que pour émettre une critique, je pense que j'arriverai à dire vraiment ce que je pense et à prendre du recul sur l'effet qu'a le jeu sur moi et essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Mais en termes de rédaction, je suis pas très forte en test, donc je sais pas si je suis la mieux placée pour tout ça, quoi. Moi, ce que je me pose comme question, c'est ne plus faire de notes. C'est une question qui intéresse. Je sais pas si ça intéresse beaucoup les lecteurs. J'en sais rien. Je suis pas forcément lecteur, mais je me demande. C'est surtout, j'ai l'impression que c'est par rapport au rapport que tu as avec ton éditeur aussi. C'est-à-dire que dès lors que tu mets pas forcément de notes, je sais que j'ai bossé dans des rédactions où, enfin, le problème est plus complexe que ça, mais j'ai déjà bossé dans des rédactions où il y avait des notes, ou une mauvaise note avec une mauvaise note sur un jeu.
tu pouvais recevoir un coup de fil enfin moi j'ai jamais été dans cette position là, mais le rédacteur en chef pouvait recevoir un coup de fil ou un truc comme ça. Alors après à lui de l'éditeur mécontent, après à lui de dire on s'en fout, c'est pas notre problème, ou voilà, ou après on a envie de mettre personne j'imagine qu'ils ont envie de mettre personne dans la merde, mais en tout cas il y a des conséquences, et je sais que quand on met plus de notes, il y a peut-être moins de... J'ai l'impression d'avoir moins de coups de fil. C'est peut-être aussi parce que moi je bosse plus sur les indés, et que finalement le fait que j'ai parlé en bien ou en mal de leur jeu, mais il y a peut-être moins d'enjeux financiers à 12 chiffres derrière, mais j'ai l'impression qu'on s'extrait aussi d'une relation qui est pas forcément toujours très simple avec les éditeurs dès lors que tu mets plus de notes. Peut-être que c'est une vision un peu naïve de la chose, mais... Il y avait aussi pendant le VEF, tu avais abordé la notion de combien de temps on teste le jeu, etc. Est-ce que pour vous quelles sont les réactions que tu as eues du coup après coup par rapport à ça, et est-ce que pour vous c'est important que le test il soit vraiment complet, il faut avoir testé de A à Z le jeu ou pas forcément? C'est une très bonne question, je te remercie de me l'avoir posée. La première chose, parce que j'avais préparé ma réponse pour la question d'avant, donc il faut que je l'évacue pour pouvoir passer à cette problème de mémoire tampon. Moi j'adore les notes, si je pouvais mettre que des notes dans mon article, je le ferais. Je comprends pas pourquoi on me demande de me mettre des trucs au-dessus. Bon, c'est très rigolo les notes. Quant à ta réponse, déjà il y a des questions bêtement pratiques, c'est-à-dire que nous les jeux en général on n'y a pas accès 2 ans avant, on n'y a pas accès toujours un mois avant, enfin jamais d'ailleurs. Très 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 souvent on a accès aux jeux 2 jours, 3 jours avant sa sortie, et on se retrouve de plus en plus ce jour même, et on se retrouve de plus en plus dans des situations de course contre la montre, parce qu'à un moment donné il y a un côté serviciel dans le côté de test. J'ai bien pour les tests. Il y a un côté serviciel, c'est est-ce qu'on conseille au lecteur d'acheter le jeu ou pas. Pour ça, c'est bien de pas arriver 8 ans après la sortie du jeu. Donc c'est bien de pouvoir sortir un avis sur le jeu au moment où lui-même sort. Ça oblige des fois à faire des choix. Un jeu qui dure 90 heures, tu vas pas forcément avoir le temps de le tester en 48 heures. C'est forcément. Après, très honnêtement, ça m'est arrivé plein de fois d'écrire sur un jeu dont j'ai pas vu le mot fin. Il y a des jeux sur lesquels c'est pas du tout problématique, parce que quand c'est des jeux à système, en fait, le système du jeu, tu le connais, tu vois comment il est. A priori, il va pas se transformer d'un seul coup en shoot 'em up à la 88e heure. Donc, tu peux donner un avis qui ne changera pas, quoi qu'il arrive. Après, évidemment, sur un jeu narratif, tester... dire ce qu'on pense de The Walking Dead par exemple sans avoir fini les 2 derniers chapitres, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Mais de manière générale, de toute façon, je pense que les jeux sont trop longs pour leur propre bien. Après, ça c'est une question de test, si on décide de donner absolument un avis qui soit un avis consommateur. Après là, où c'est intéressant, c'est si on essaye de faire de la critique, c'est pas pour dire achetez-le ou ne l'achetez pas, c'est plus pour essayer de produire du sens à propos du jeu. Et ça, je trouve ça à titre personnellement très stimulant, même si j'ai toujours pas compris comment on fait. mais on y vient, ça y est. mais j'essaye, je tente, je tente des trucs. Mais j'ai un vrai exercice par exemple qui me fascine, c'est d'essayer de trouver les mots qui correspondent à ce que le jeu me fait ou à ce que je ressens. Décrire les émotions. Ouais, ça peut être des émotions, même des fois juste de décrire le jeu. Ce qui est assez marrant, c'est que le travail de mise en mots, le travail d'écriture est sûrement ce qui est le plus opposé à la pratique du jeu vidéo. C'est une expérience qui est spatiale bien souvent, qui est visuelle, qui est auditive. C'est tout le contraire de l'écriture et bien souvent de la lecture. Alors la lecture, tu peux en avoir un peu, mais ça... Je me demande si ça pose pas la question du test du jeu en tant que produit commercial que le lecteur va acheter ou pas, et la critique du jeu en tant qu'objet d'art en fait. Et du coup, pour relancer un peu le sujet, qu'est-ce que vous pensez du format audio ou vidéo pour de plus en plus décrire la critique de jeu plutôt que du format écrit, vu que on
on a de plus en plus de facilité à produire ce genre de format, donc est-ce qu'il n'y a pas une évolution naturelle qui va aller plus vers de l'audio et de la vidéo pour vous ? Bah, c'est sûr que c'est à la fois beaucoup plus facile de capturer une vidéo. Ça demande un vrai talent de savoir faire un let's play que moi je serais incapable de faire. Parmi toutes les choses que je suis incapable de faire et que je vous décris aujourd'hui avec énormément de précision. Je serais incapable de faire ça correctement, mais c'est, je pense en tout cas d'un point de vue de la technique, capturer une séquence de gameplay, la commenter, montrer ce que le jeu a à dire, c'est évidemment plus facile avec un logiciel de capture vidéo qu'avec un traitement de texte. Est-ce que ça vous intéresse déjà en tant que journaliste d'essayer ce genre de format ? C'est intéressant dans la mesure où quand tu fais ces sessions-là, quand elles sont faites, t'as quand même T'es quand même dans la découverte du jeu le plus souvent. Les personnes qui se filment en train de jouer à un jeu et donc ils réagissent vraiment tout de suite sur l'instant T à ce à quoi ils jouent en fait. Et je trouve que l'écriture, en tout cas le test dans la manière dont on l'écrit, on a quand même eu le temps de digérer un petit peu l'expérience qu'on a vécue, d'avoir pris du recul, d'avoir pris un peu de hauteur. Et je trouve que en fait, les deux exercices sont intéressants et complémentaires dans la mesure où ce serait, si vraiment dans l'idéal on avait le temps et les moyens, ce serait intéressant de se filmer dans la découverte du jeu et après attendre quelques jours, quelques moments et dire voilà ce que j'en pense après coup quoi. Et dans un troisième temps nous filmer en train d'écrire exactement. Dans le processus d'écriture. Mais non mais ce serait à tester. Après c'est pas du tout viable hein, ça c'est sûr hein, mais On verra à quel point je suis nul, sort de question. Non mais je sais plus ce que... Enfin oui en fait finalement c'est... T'as dit ce que je voulais dire, mais c'est vrai qu'effectivement c'est à la fois quelque chose qui est dans l'immédiateté, qui est hyper pratique pour voir. Je pense qu'aujourd'hui les jeunes générations se contentent de regarder une vidéo et ils ont raison parce que ça en dit beaucoup plus que tout ce qu'on pourrait écrire dans l'immédiat. Et c'est pour ça que je pense que le format test il faut forcément lui apporter une plus-value et ce que tu disais, une réflexion parce que finalement tu pourras jamais toi avec tes mots rivaliser avec toute la richesse de pouvoir effectivement montrer un jeu, surtout qu'on tu parlais des mots du jeu vidéo, mais le vocabulaire du test de jeu vidéo, c'est un vocabulaire d'un enfant de 12 ans. Enfin, je sais pas combien il y a de mots, mais c'est extrêmement limité. C'est des mécaniques de raisonnement, de pensée qui sont assez simples, et que c'est tout le talent de quelqu'un qui l'aurait, ça serait de pouvoir offrir une réflexion par ailleurs derrière, avec une critique sur un temps plus long, mais plus raisonné et qui serait lu par 3 personnes. Mais ceci dit, c'est marrant parce que moi, par exemple, la vidéo, ça ne m'intéresse absolument pas, mais vraiment. Et en t'écoutant, je me dis, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir faire de l'oulipo sur les jeux vidéo. Des fois, je me demande, tiens, qu'est-ce que Georges Perec ou qu'est-ce que Queneau aurait écrit si le jeu vidéo avait été présent devant eux. Et ça m'amuse beaucoup. Un de mes grands challenges, par exemple, à chaque fois que je joue un jeu, c'est d'essayer d'imaginer à quel cocktail ou à quelle boisson l'expérience que j'en ai se rapproche. Tu vois, Kirby, c'est clairement du lait à la grenadine. Il y a pas de souci. Un For Honor, ça sera a priori plutôt un whisky. Cervoise dans un crâne. Ouais, alors c'est pas une cervoise ou un whisky qui tape, tu vois, un truc qui tape un peu le crâne assez vite. Faudrait qu'on lance ce site. Au lieu de mettre des notes, on mettrait des cocktails. c'est intéressant. J'ai toute une liste quelque part. Ou des et plats. toi, Fleury, qu'est-ce que tu penses de l'évolution, justement pour un éditeur, de l'évolution du format de critique de vidéo, enfin de critique de jeux vidéo ? Alors nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis de plus en plus à disposition des outils pour permettre la prise de vidéo et notamment la prise de vidéo par exemple avant la sortie, permettre la capture en direct pendant que des gens vont jouer pour pouvoir partager plus facilement leur partie, montrer, en fait faire participer le joueur quelque part, celui qui va être derrière son Twitch et qui va assister à la partie. C'est vraiment une manière d'être plus proche directement des joueurs. Après c'est vrai que c'est des démarches aujourd'hui qui sont plutôt abordées avec les youtubeurs. Il y a assez peu, il y a de la presse qui va vouloir faire de la capture, généralement pour faire du montage après coup, pour ajouter des vidéos dans leur article. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup les youtubeurs qui sont les maîtres de la vidéo en direct, de ce genre de choses. Peut-être parce qu'aussi, il y a le côté
que la vidéo du youtubeur elle est moins éditée. Enfin, un let's play, c'est vas-y, je joue et puis je m'enregistre et puis c'est tout. Là où la presse, il y a quand même un travail d'angle, un travail de recherche, un travail pour aborder en fait le sujet, qui fait qu'on est obligé d'éditer les choses après coup. Ok. Bon, eh bien on va laisser l'antenne pour le prochain credo du coup. On a encore un peu de temps. Ok. Alors moi, ce que je me demandais aussi, c'est est-ce qu'on ne serait pas dans un modèle économique pour la presse qui empêche vraiment d'avoir une diversité des formats justement, audio, texte, vidéo, et qui justement favorise peut-être trop la vidéo par rapport au texte aujourd'hui. La question se pose sur chacun des formats, quoi. Est-ce que le papier rapporte de l'argent? Est-ce que le web rapporte de l'argent? Est-ce que l'audio, tu parles de l'audio, mais ça existe quasiment pas. Mais ça, c'est les problèmes qui sont pas liés aux jeux vidéo, c'est qui sont les problèmes de financement de l'audio en général, et c'est un sujet qui va s'élargir assez vite. Mais comme on nous dit en régie qu'il nous reste 1h30, je pense que ça va le faire sans trop de problèmes. Mais sur le financement de la presse et de l'audio, qui est un sujet d'ailleurs passionnant, qui va être difficile pour ma part de boucler là tout de suite. Mais effectivement, comme la vidéo rapporte de l'argent, effectivement, les gens vont vers la vidéo, et ils ont bien raison, surtout qu'encore une fois, pour des raisons formelles, c'est un format avec peu de contraintes et beaucoup de sens. Enfin, la vidéo rapporte de l'argent, il y a également plein de personnes qui ne touchent absolument rien avec la vidéo. Ouais. Parce qu'en fait, on connaît beaucoup d'exemples de youtubeurs qui ont cartonné, mais on a plein d'autres qui vivotent. Oui, mais il y a beaucoup de journaux qui rapportent pas non plus d'argent. Je veux dire, n'importe qui peut pas monter. Enfin, si, remarque. C'est beaucoup moins concurrentiel. Alors, en tout cas, dans le print, clairement. Sur le web, évidemment, il y en a plus, mais même si tu regardes, il y a peu de sites de jeux vidéo en France qui soient structurés de manière un petit peu professionnelle. Il n'y en a pas des masses, en fait. Pour cause. Oui, certes, mais du coup, il y a moins de concurrence entre eux pour se disputer le marché publicitaire qui n'existe pas. Tout à fait. Après, l'autre problème de la vidéo, c'est que ça prend beaucoup plus de temps à faire aussi. Écrire un article et puis monter une vidéo. Alors évidemment, si c'est un let's play en direct, il n'y a pas de problème. Mais si c'est une vidéo qui est un minimum travaillée et montée, si on veut faire quelque chose d'un petit peu quali, et généralement une rédaction de presse qui va avoir un standard de qualité, lorsqu'ils vont faire des vidéos, ça va prendre beaucoup plus de temps et requérir beaucoup plus de moyens. Quand on voit les youtubeurs qui ont été repris par des chaînes ou par des groupes médias, qui sont du coup tous soutenus par des équipes de prod complètes, c'est un travail... c'est un gros travail, et je me demande s'il y a un vrai retour sur investissement sur le fait qu'il y a la vidéo en elle-même. Il y a un intérêt à avoir ces vidéos-là dans la diversité des formats et la diversité des publics qu'on peut toucher, mais est-ce que en soi l'effort de faire des vidéos de qualité est vraiment récompensé parce que ça rapporte si on se contente de revenus publicitaires en fait. Ouais. Et du coup, justement, les youtubeurs, ils ont aussi un rapport à l'audience qui est différent. Est-ce que pour vous, ça a remis en contexte ce rapport d'audience, enfin, ce rapport de proximité entre le journaliste et son audience? Ou pas forcément? Je pose des questions trop compliquées. Ouais, non, mais c'est surtout difficile. Enfin, avec le web, c'est un peu plus facile d'avoir des retours de lectorat, mais ça reste encore difficile, je trouve. Personnellement, moi, j'ai très peu de retours sur les articles, s'ils sont lus, par qui, est-ce qu'ils sont appréciés beaucoup ou pas. C'est déjà assez difficile parce qu'on n'a pas ce retour comme ont les youtubeurs ou ceux sur Twitch qui ont le chat comme ça directement, qui ont des commentaires. Je sais pas pourquoi les lecteurs commentent vachement moins nos articles. Alors il y a peut-être moins de lecteurs aussi, je sais pas. Mais il y a moins de commentaires, moins de retours sur ce qu'on produit. Et du coup c'est difficile à évaluer, je trouve. Moi j'adore les retours des lecteurs du Monde. C'est ce que je préfère dans l'univers. Parce qu'il y en a deux. Il y a ceux qui disent le jeu vidéo. Non, c'est pas vrai. Il y a l'immense majorité des retours, mais qu'on a plutôt sur les réseaux sociaux, qui sont des gens qui sont super contents, qui trouvent ça super et qui on a des relations quasi quotidiennes en discutant en ligne. Mais il y a aussi, d'un niveau marginal, il y a deux réactions qui sont vraiment j'adore follement. C'est le jeu vidéo de son c'est pas bien et ça rend fou et tout ça, et que ça continue encore un petit peu à exister, et c'est les retours qu'on continue à voir où c'est enfin le monde parle de jeux vidéo. Ça c'est un truc tous les jours. C'est le pire ça. Parce qu'on sort 5 articles par jour et chaque article il y a un commentaire en dessous, c'est enfin le monde parle de jeux vidéo 5 fois par jour. Et moi c'est vraiment c'est quand même des retours, mais c'est des retours qui sont marginaux effectivement. C'est plus après sur les réseaux sociaux, pas en direct
comme sur un chat, comme quelqu'un qui serait sur Twitch, mais c'est quelque chose qui, d'ailleurs, je me demande, j'en discutais avec un journaliste de jeux vidéo des années 90, je lui disais, mais c'est marrant, vous dans la presse à l'époque, vous deviez écrire un peu sans avoir aucun retour de lecteurs, vous deviez avoir l'impression d'écrire dans le noir, et en fait, déjà à l'époque, comme nous, aujourd'hui on a Twitter ou Facebook, et eux, ils avaient IRC ou des salles de chat comme ça, et ils avaient, dès 97, dès qu'il y avait un test qui paraissait et qui recevait un mois après dans leur boîte aux lettres, tout était commenté, disséqué. Aujourd'hui, tu as des sites Canard PC qui est un magazine papier, ils ont aussi un forum qui est extrêmement actif où leurs articles sont très commentés. Sur Gamecult, les articles sont absolument disséqués au signe près par une armée extrêmement vigilante et parfois désagréable. Donc en fait, il n'y a qu'à Numérama que personne commente en fait. Non, mais c'est parce que je pense que c'est très commenté sur les médias spécialisés jeux vidéo. C'est plus facile aussi quand tu as une audience un peu captive comme ça. Ok. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais pour être tout à fait honnête, j'ai oublié la question. Mais alors ceci dit, j'étais en train de me dire. Je pense que le fait de pouvoir plus facilement avoir des réactions en direct ou en quasi direct sur les réseaux sociaux, en tout cas, peut-être que ça peut encourager à faire certains articles dont tu sais que peut y avoir une demande, j'en sais rien. Enfin, je sais que par exemple, nous, quand on fait des trucs un petit peu expérimentaux, en général, on voit que ça amuse. Donc, comme par ailleurs, ça nous amuse. Du coup, on se dit, en fait, on va continuer à en faire. Ouais. Alors que s'il y avait pas de réaction du tout, peut-être que on se dirait, on va essayer d'être sérieux. Est-ce que vous avez assez de temps pour innover en fait en termes de format ou pas au final? Bon, on essaye, ouais. Ça dépend des médias dans lesquels tu vas travailler. Je sais que nous, notre direction nous interdit pas de le faire. Nous y encourage, même à l'occasion. Qu'est-ce qu'on nous a interdit ? Si, on nous a interdit de faire un article sur, écoutez, ceci dit, pas très original, sur les candidats à la présidentielle, expliqué par des icônes de Mario Kart 7. C'était... Interdit, le mot est un peu fort. Non, mais disons qu'on n'a pas réussi à le faire de manière à ce que ce soit à la fois drôle et... neutre ou pas engagé. C'est-à-dire que c'était difficile d'expliquer que par exemple tel ou tel candidat ou candidate c'était plutôt Bowser, tu vois. Voilà. Donc du coup il fait partie de nos nombreux inédits apparaître chez Plon à la rentrée. Non, mais c'est vrai que c'est un format, c'est un média qui encourage souvent. J'ai l'impression, comme c'est un média un peu ludique et qui peut-être aussi, c'est peut-être aussi une preuve du manque de maturité, mais enfin d'une autre en tout cas. Mais c'est que comme le jeu vidéo, c'est que du jeu vidéo. Finalement, on peut aussi se permettre des fois des formats un peu plus rigolos. Après, est-ce que le jeu vidéo, c'est que du jeu vidéo? C'est une question qui fera l'objet d'une autre conférence. C'est vrai que c'est une vraie question parce que on nous demande en même temps de prendre le jeu vidéo au sérieux, mais de prendre le jeu vidéo pour lui-même, donc du jeu. Donc des fois c'est très difficile de savoir comment du coup on se retrouve des fois à faire des critiques qui sont peut-être un peu ça doit être du roumain. William fait le penseur de Rodin. Merci de l'image. On a un duo très rodé. Rodin. Oula, c'est pas terrible ça. Pardon. Et à côté de ça, sur des trucs complètement ludiques. À juste titre. Arrêtez-nous. Après, du point de vue de l'éditeur, c'est aussi un travail qu'on essaye d'avoir quand on a le temps de le faire, c'est de fournir des angles différents ou de fournir des pistes différentes, des possibilités différentes pour inciter après, si ça inspire les journalistes, de se dire tiens, c'est pas mal comme idée ça. Par exemple sur Far Cry 3, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait beaucoup mis en avant l'antagoniste Vaas et on avait récupéré des sketchs des différentes étapes de la création de l'antagoniste en fait. Et donc on avait proposé ça en disant voilà, regardez, là c'est l'étape de création du méchant, la manière dont il a évolué au fil du développement du jeu, aussi au fil du recrutement de l'acteur qui a beaucoup influencé en fait le personnage de Vaas parce qu'il l'incarnait extrêmement bien. Et on s'est dit est-ce que les journalistes pourraient pas faire quelque chose autour de ça, quelque chose qui soit intéressant, quelque chose qui soit un petit peu différent, qui permette de parler d'un sujet, de la création d'un personnage, gameplay, voilà, pas juste de gameplay, et puis en plus un personnage qui est hyper iconique dans le jeu. Et on a pu avoir quelques retombées, des journalistes qui étaient intéressés, qui ont voulu faire des interviews complémentaires, qui sont appropriés l'angle en fait. Et donc ça c'est ce qu'on essaye de faire, et dans un monde idéal c'est ce qu'on arrive à faire pour générer davantage de
de coverage, mais le but c'est pas de générer du coverage pour générer du coverage, mais vraiment de générer des choses qui sont intéressantes en fait sur le jeu et qui interpellent et qui donnent envie d'en savoir plus. Là où nous on est super chiant en tant que journaliste, c'est qu'en même temps quand t'as quelqu'un d'un studio qui nous dit oh ça c'est intéressant, vous devriez faire un truc là-dessus, spontanément on n'a pas envie de le faire. Et en même temps c'est vrai que quand on va demander des choses originales aux éditeurs et qu'ils nous disent ça c'est pas possible pour telle ou telle raison parce que ça a beaucoup d'implications, on est les premiers à râler aussi, donc c'est vrai que finalement on n'est jamais content, mais c'est un peu pour ça qu'on fait ce métier. Marc, c'est sur le CV en premier. Jamais content. On va s'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation.